Eh bien, dis donc, nous sommes en septembre, heureux mois de septembre à tous. C'est vrai que c'est un mois qui fait paniquer beaucoup de parents, pas seulement les parents, hein, même les élèves, même les étudiants, parce qu'il faut retourner à l'école. En tout cas, nous, on vous accueille ce vendredi dans le cadre de votre émission Le Monde en relation. Bien sûr, c'est sur Info TV que ça se passe, Canal 307 et même via notre page Facebook. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez nous suivre, vous pouvez nous regarder. Cet après-midi encore, on espère que vous avez fait connaissance de beaucoup de relations pour partager avec nous. En tout cas, nous, on a des relations, hein, on a des nouvelles relations. On a notre invité qui est là sur le plateau, une promotrice culturelle. Nous allons parler de culture ce vendredi. Surtout que nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire, voilà. Mais avant de parler de culture, je vais d'abord accueillir Francine Ateba qui est juste à côté de moi. On va faire la télé ensemble hein, avec elle cet après-midi. Francine Ateba, bon mois de septembre, ça chauffe? Ça chauffe. Bon après-midi, Langry, Pierre et Tamasa Yoga. Bon après-midi aussi à tous les téléspectateurs. En tout cas, lorsque c'est septembre, même lorsqu'on n'a pas d'enfants, on se dit toujours ça chauffe, c'est chaud. Il y a toujours les charges quelque part, hein, vous savez, oui. Peut-être tantine, on est tantine. Non, on n'est même pas peut-être tantine, on est tantine. On est maman. On est grand-maman, on est toujours quelque chose. Vous savez, lorsqu'on sort tous les matins, on ne sort pas seulement pour soi, on sort également pour les membres de sa famille. Donc, automatiquement, on devrait se dire que lorsqu'on parle de septembre, autant pour moi, tout le monde est concerné. C'est vrai qu'on va se dire, tu n'as pas d'enfant, mais tu n'es pas concerné. Mais on a besoin que tu as un enfant. Peut-être qu'il n'est pas encore à l'âge d'aller à l'école. Il n'est pas encore à l'âge d'aller à l'école, mais on a lorsqu'on travaille déjà, on est parents. On est parents. Oui. Bien sûr, parce qu'on a une famille. On a une famille. On a la nièce qui nous regarde. On a tout le monde qui nous regarde. Exactement. On n'a pas le choix. Non, on n'a pas le choix. Alors, j'espère que tu as fait des belles connaissances hein, tout au long de cette semaine. Surtout que c'est un mois assez stratégique parce que septembre, nous sommes presque à la fin d'année. Hein. Septembre, octobre, novembre, décembre. Et puis l'année est terminée. Je pense qu'on a parcouru le plus long. Durant les 8 derniers mois. Donc, du coup, nous sommes déjà au 9e mois de l'année. Ça tire à sa fin. Bien sûr, chaque jour, on rencontre de merveilleuses personnes et ça fait toujours du bien parce que c'est toujours important de pouvoir se créer des relations véritablement. J'ai envie de faire un gros coucou à un docteur. Il est vraiment intelligent. C'est quelqu'un qui m'a marqué tout au long de cette semaine. J'ai envie de lui dire un gros coucou comme ça. En parlant de coucou, on va penser à nos fan clubs, hein. On va penser à ceux de Kousséri, à Boyambassa, on va penser à ceux de Bafia, on va penser également à ceux de Kribi, Douala. On n'oublie pas également ceux de la diaspora, parce qu'il faut le monde en relation à regarder partout. C'est une émission assez sollicitée. Il faudrait rappeler que tous les vendredis maintenant à 15h, c'est plus 17h, tous les vendredis maintenant à 15h, nous serons en votre compagnie dans le cadre de cette émission pour partager la bonne humeur, pour distiller hein, l'ambiance, pour partager nos nouvelles relations avec vous parce que chaque semaine, chaque jour est fait pour rencontrer des nouvelles relations. On va également faire coucou à Thibaut Vizien, on va également faire coucou à toutes les personnes qui ont choisi de nous regarder cet après-midi. Alors, on va prendre la première rubrique de notre émission Vue sur la toile avant d'accueillir notre invité. On se retrouve juste derrière. Press start.
Ah ben dis donc, c'est vraiment amusant. Hein. Si un homme te barre, tu vas voir ses parents. Ma chérie, là je passe, là je avance, on ne revient pas en arrière. Francine Ateba. Alors un gars te plaît, va vers lui, dis-lui tu me plais, je veux sortir avec toi. Il refuse, tu vas voir ses parents. Merde, c'est déjà à ce niveau-là. C'est vrai que de nos jours, les femmes même également draguent les hommes, mais chacune a sa manière de draguer. Il y en a qui vont vous dire qu'elles préfèrent être directes, il y en a qui vont tout faire pour qu'on remarque qu'elles existent. Bon, maintenant, moi, j'ai envie de dire que, mine de rien, ça ne sert à rien d'être coincé. Lorsqu'on a envie forcément de quelque chose, il faudrait mettre tous les moyens pour l'avoir. Et si on se sent bien avec quelque chose, il faudrait également mettre tous les moyens pour rester avec. Donc, ça voudrait dire tout simplement que si un homme vous intéresse, parce que moi, j'ai envie de dire que généralement, c'est très difficile qu'un homme intéresse une femme, mais ça peut arriver. Bon, je ne parle pas forcément que vous avez vu un monsieur qui a l'argent et puis il vous intéresse. On parle de véritable amour. Mais maintenant, si vous tombez sur une personne qui vous intéresse, pourquoi ne pas mettre tous les moyens en jeu pour pouvoir être avec cette personne? Parce qu'il faudrait également savoir que c'est pas tout le monde qui a la chance de tomber sur les gens qui les intéressent véritablement. Donc, autant mieux, si un gars vous intéresse, faites-lui l'avance, et si ça ne marche pas, cherchez à devenir l'ami de sa mère. Pourquoi pas? Mais attends, est-ce qu'on peut réellement refuser de sortir avec une femme? Pourquoi pas? Ça arrive, il y a des hommes comme ça, parce qu'on sait bien que les hommes là, ce sont des chiens, hein, ils courent derrière tout ce qui bouge. C'est possible. Le seul souci avec la drague, c'est que lorsque vous draguez un monsieur, il y en a qui vont dire que je ne t'ai jamais dragué, et puis ça va devenir comme un objet de chantage. Il y en a qui vont se sentir valorisés, qui seront contents. Donc, il faudrait juste user de stratégie, de stratagème lorsqu'on veut sortir forcément avec une personne, parce que lorsque vous décidez de faire les avances, attendez voir deux possibilités. Soit quelqu'un qui accepte et qui se dit « Ah, je m'amuse », soit quelqu'un qui se sent vraiment intéressé et qui se dit « Pourquoi pas ?» Voilà une femme qui sait ce qu'elle veut. Alors, on parle également d'une autre image. Hein. Si vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau, c'est que votre relation, vraiment, vous êtes célibataire. Bébé qui nous écrit. Cette complicité-là, cet échange de téléphone, c'est-à-dire entre les partenaires, est-ce que c'est possible de nos jours qu'un couple puisse avoir le même téléphone? Soyez même mariés, c'est impossible, je vous assure. C'est possible? C'est impossible. Voilà. Soyez même mariés, vous ne pouvez pas changer. Quand tu reçois un message, monsieur te dit, qui nous écrit, tu peux le compte rendu. C'est impossible. Pareil pour lui. C'est impossible, que ce soit du côté de la femme, que ce soit du côté de l'homme, ce n'est pas possible. Parce que fidélité, si on définit la fidélité comme étant on se partage tout, on partage véritablement tout, on a tout en commun, ce que personne n'est fidèle. Bon, maintenant, si fidélité voudrait dire qu'on est fidèle à des principes, là on va dire que les gens sont fidèles, mais s'il faudrait se dire qu'on va se partager les téléphones, les messages et tout, alors là, la fidélité n'existe pas de ce monde. Alors si il faudrait dire que un homme contrôle le téléphone de sa femme, pareil pour la femme qui contrôle le téléphone de son homme, est-ce que réellement on peut parler là d'un couple sérieux? Ils sont sérieux à leur niveau, ils cherchent l'AVC, c'est tout. Et justement, parce que même si la femme, vraiment, parce qu'on sait beaucoup plus que dans les couples, c'est la femme qui est beaucoup plus fidèle par rapport à l'homme. Ça dépend. On sait bien, non, Ça dépend. Mais si on prend 100 relations, 80% des relations, les femmes vraiment sont, on sait, nous sommes des femmes, on sait vraiment que les femmes sont fiables en amour, en amitié par rapport aux hommes. Ça dépend même de ce qu'on n'entend pas fidèle. Bon, si fidélité voudrait dire aller concrétiser, ça veut dire que les hommes sont plus infidèles que les femmes. Mais maintenant, si fidélité voudrait dire que je dis également à un homme bonjour, coucou, bonjour chérie, là ça vérifie. Exactement, j'allais dire ceci. Si on trouve, si un homme rencontre ce genre de message dans le téléphone de sa femme, comment est-ce qu'il va réagir? On sait que lui va mal prendre ça, même si la femme lui dit que non, cet homme-là, même si constate qu'il y a un homme qui vous drague juste et que vous n'avez même pas eu, vous n'avez pas accepté ses intentions, vous n'êtes pas pour, mais lui ne va pas prendre ça comme ça.
ça, il va se dire non, ma femme me trompe. Alors que si c'est l'homme, non, il va te dire comment c'est son âme. Il ne connaît même pas cette fille. Il va inventer tout ce qu'il y a pour te faire croire qu'il est innocent. Donc moi j'ai envie de dire, hein, le partage de téléphone, qu'on partage les téléphones ou alors qu'on ait confiance, c'est pas une marque de confiance pour moi. La confiance vraiment c'est dans les actes, c'est ce qu'on pense de notre partenaire. Et non les dits. Et non les téléphones, parce que beaucoup disent que le téléphone vraiment c'est la preuve, c'est la meilleure preuve de confiance. On peut écrire Johnette et on pense que c'est une copine alors que c'est un copain. Alors on a également ce message là qui est très important, hein. On va pas partir et laisser ce message là. Bébé, l'argent que tu m'as donné est fini, il demande de photocopier, mettre les hommes. Aïe, un homme te dit ça, Francine. Tu fais en fait, moi j'ai envie de dire que les hommes ont d'autres astuces. Lui il a même été clair parce qu'il a dit photocopie. Ceux qui sont plus polis et plus hypocrites vont vous dire utilise ta page, je vais te rembourser. On connaît ce fameux mot. En tout cas, tout le monde qui est en relation ou bien qui a déjà eu une relation a déjà entendu parler de ce mot que si tu as de l'argent, prête-moi, je vais te rembourser. Donc, autant même quelqu'un qui est clair et qui vous dit photocopie, comme lui, on vous dit que je n'ai pas. Parce que ça fait plus mal quand quelqu'un vous dit utilise d'abord, après je vais te rembourser. Tu mais il pouvait seulement, moi je dis, est-ce que c'est le bon mot, photocopie? Non. Une façon, peut-être pour moi, c'est une façon d'insulter. Il pouvait tout simplement dire que voilà, là où tu me vois en ce moment, j'ai pas d'argent. Peut-être quand j'aurai l'argent, je vais peut-être... En fait, lorsqu'un homme fait déjà ça, vous comprenez que peut-être soit la femme est dépensière, soit la femme demande beaucoup, au point où il en a marre de dire, par exemple, que je n'ai pas, parce que à tout moment, il faudrait toujours demander, au point où il te dit, ma chérie, photocopie. Mais il y en a même que vous ne demandez pas, mais ça devient du genre prête, et puis je vais te rembourser. Mais là, c'est pire encore. C'est pire. Envoyer ta partenaire aller prêter de l'argent, alors que tu sais que tu ne vas pas rembourser. Ça, c'est la mettre dans les problèmes. Mieux, tu sais que tu ne vas pas rembourser, tu dis tout simplement que tu n'en as pas. Mais également, cette façon de répondre, pour moi, elle n'est pas la bonne. Même si, voilà, elle n'est pas la bonne, même si elle est dépensière, même si elle a l'habitude de mal gérer l'argent, tu lui dis tout simplement que tu n'en as pas, mais dis photocopie. C'était comme si tu parlais là à ton chien minou, à ton chat minou à la maison, ou bien à ta chienne. Pour moi, c'est un manque de respect. Donc, moi, j'ai envie de dire que vraiment, pour les hommes là, ça se sent, et surtout, c'est pas forcément que la femme est dépensière, peut-être même l'homme là, c'est un gars chiche. C'est clair. C'est clair. Parce qu'un gars vraiment qui considère sa partenaire, il ne va pas lui répondre comme ça. C'est sûr que c'est un gars chiche. Que s'il t'a donné même 10 000 à tuer, du coup, peut-être les 10 000 sont finis, peut-être en 3 jours, 4 jours. La fille dit que bon, tiens, c'est fini. Est-ce que tu peux encore? Il dit qu'elle va photocopier ce que je t'ai donné. Est-ce qu'elle a encore ça à sa possession pour photocopier? Donc, on comprend là que ça, c'est un gars vraiment décalé. Alors, Francis, je pense qu'on va on va accueillir notre invité. Il est temps pour nous que les téléspectateurs découvrent celle que nous avons sur notre plateau aujourd'hui. On va parler de culture. Notre invité est déjà confortablement installé. Il s'agit de Edith Flor-Mipo. Elle est promotrice culturelle. Alors, grâce au concours de la réalisation, on se prend juste derrière. Nous sommes de retour sur le plateau. Notre invité est confortablement installé. Nous allons parler de culture cet après-midi. La culture au Cameroun. On a tendance à constater que nos cultures sont en train de s'éloigner de nous-mêmes. Alors, Edith, bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Merci Pierre de m'avoir invité et je dis merci à Info TV de toujours renouveler sa confiance vis-à-vis de ma modeste personne. Ah, d'accord. On espère que l'arrivée ici a été sans tracasserie. Nous tous, nous savons les difficultés qu'on a traversées, parcourir des distances à la ville de Yaoundé aujourd'hui, donc partir de Toudzi pour Efolan, ce fut un véritable chemin, un parcours de combattant. On se sent vraiment estimé parce que vous êtes là malgré tout, toutes les tracasseries qui vont avec, tout ce que vous avez rencontré tout au long du chemin, mais vous êtes là. Alors, si on parlait de culture, avant de parler de culture, un petit mot sur Edith Flor-Mipo, qui est réellement la femme que nous avons sur notre plateau. Alors, je suis Edith Flor-Mipo Chinkou.
architecte, membre de l'Ordre national des architectes du Cameroun. Je suis en même temps promotrice culturelle, présidente fondatrice de l'association Coaching Culture Africaine et Paradigme et promotrice du FENDA, Festival National d'Op, Dérivés et Accessoires. D'accord. Alors, est-ce que, si on parlait de culture cet après-midi, est-ce qu'à quel niveau, à quelle échelle se situe la culture camerounaise? Parler de la culture camerounaise aujourd'hui, il serait nécessaire de voir, est-ce qu'on évalue la culture camerounaise par rapport au Cameroun? Est-ce qu'on va l'évaluer par rapport aux autres pays africains? Ou alors on l'évalue à l'échelle mondiale? Et si on revient au niveau du Cameroun, je dirais que, à mon avis, on a comme l'impression que les décideurs n'ont pas encore compris vraiment le rôle ou alors la place fondamentale que devrait avoir la culture dans notre société. J'ai été choquée dernièrement de savoir que le ministère de la Culture, des Arts et de la Culture est l'un des derniers ministères en termes de budget au Cameroun. Alors que vous allez dans certains pays, le ministère de la Culture est le premier des ministères en termes de budget, parce que quand on n'investit pas dans la culture, je me demande en quoi est-ce qu'on devrait investir. Bon, maintenant s'il faut regarder le niveau d'avancement de la culture par rapport au constat général, je pense que avec la venue des réseaux sociaux, la jeunesse camerounaise semble un peu se réveiller, contrairement à il y a quelques années. On peut constater beaucoup de plateformes ou alors beaucoup de personnes qui se réveillent et qui œuvrent pour la promotion de la culture, que ce soit au niveau ethnique ou alors au niveau national de manière générale. Les associations se multiplient. Justement, il y a beaucoup d'associations qui se créent, il y a beaucoup d'activités qui sont menées sur le terrain. Et tout ce qu'on peut décrier, c'est qu'il n'y a pas vraiment l'accompagnement de la tutelle. C'est-à-dire, oui, on va vous dire, on vous apporte l'accompagnement technique, l'accompagnement institutionnel, mais c'est que pour mener une activité culturelle digne de ce nom, le côté technique n'est pas suffisant. C'est déjà quelque chose et on ne saurait méconnaître cela. Maintenant, s'il faut regarder la culture au niveau africain, il faut regarder les pays comme le Sénégal, en fait les pays de l'Afrique de l'Ouest de manière générale. On peut dire, sans risque de se tromper, que le Cameroun est encore en arrière et qu'on a beaucoup de choses à faire. Quand on parle du Cameroun comme étant l'Afrique en miniature, quand on sait tout ce qu'on a comme patrimoine culturel au niveau du Cameroun, on s'est dit comparativement à d'autres pays, on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Bon après-midi, Edith Mimpo, vous parlez de culture, vous dites que c'est déplorable que le ministère des Arts et de la Culture soit le ministère à avoir le budget le plus faible par rapport à tous les autres ministères. Mais j'ai envie de dire que lorsqu'on parle de culture, forcément, et lorsqu'on essaye de vouloir retransmettre, distiller cette culture, que ce soit à l'étranger, il faudrait d'abord que cette culture soit véritablement ancrée sur place, c'est-à-dire qu'elle soit véritablement enracinés. Mais on se rend compte que de nos jours, de plus en plus, les jeunes ont du mal à parler leur dialecte. Est-ce qu'on peut toujours pointer du doigt le gouvernement ou bien le budget de l'État ou bien ne pas dire véritablement que nous-mêmes, nous avons encore beaucoup à faire? Je voudrais déjà commencer. Quand vous-même, vous semblez décrire un phénomène et vous parlez de dialecte, c'est une expression que je n'apprécie pas parce que les autres l'utilisent pour minimiser un peu le champ de nos langues locales. Vous voyez un peu? Je préfère qu'on ne parle pas de langue nationale parce qu'au Cameroun, on n'en a pas encore. Même si depuis des années, on est en train de travailler dans ce sens. On a des langues officielles, mais malheureusement pas de langue nationale. Je préfère parler de langue maternelle ou alors de langue locale. On va indexer peut-être le ministère des Arts et de la Culture, mais le problème c'est qu'au Cameroun, on a tellement de ministères qu'il y a des rôles qui devraient être joués par un certain nombre de personnes, mais ces personnes se trouvent aujourd'hui dispatchées dans plusieurs ministères différents. Si on revient au niveau de la promotion de la langue, on se pose la question de savoir, la faute c'est à qui?
Est-ce au ministère des Arts et de la Culture? Est-ce au ministère de l'Éducation? Il faudrait qu'on revoie notre système éducatif. C'est vrai qu'on va nous dire qu'aujourd'hui, au niveau des écoles primaires, on a introduit les langues, mais c'est pas suffisant. J'aime bien prendre cet exemple, une étude qui a été menée par l'UNESCO à l'Est Cameroun, où on s'est rendu compte que les enfants, comment on les appelle ça, les réfugiés, étaient plus braves que les enfants camerounais. Et après étude, on s'est rendu compte que quand ces réfugiés tchadiens, quand ces réfugiés, je sais pas, des autres pays, quand ils rentrent à la maison avec leurs devoirs, ils traduisent d'abord ces devoirs en leur langue maternelle avant de traiter en français. Et aussi, une autre étude toujours menée par l'UNESCO démontre que un enfant qui fait les premières années d'école en sa langue maternelle est plus intelligent que l'enfant qui apprend directement dans une langue étrangère. À qui la faute? Est-ce que le système éducatif va s'insérer par exemple dans les familles, parce qu'on sait que normalement l'éducation commence d'abord à la maison? Est-ce que ce sont les parents qui devront maintenant éduquer leurs enfants à partir de 0 ans, 1 an, 2 ans avant d'atteindre 3 ans pour pouvoir parler en leur langue maternelle, ou bien tout simplement ils vont attendre l'école? Les responsabilités sont partagées. Quand on se souvient hier, il y a de cela 20 ans, 30 ans ou alors 40 ans, on était à l'école primaire. Quand vous parliez votre langue maternelle au sein de l'établissement, vous étiez fouetté. Ça veut dire que même l'enfant qui venait de la maison, connaissant parler, s'exprimer en sa langue, sentait une frustration au niveau de l'école et ne pouvait pas s'exprimer en sa langue. Je connais aussi des familles qui, à cause de cela, c'est-à-dire à la maison, il y avait des semaines où c'était interdit de s'exprimer en sa langue maternelle. Donc, quand je dis que les responsabilités sont partagées, tout commence à la maison. Parce que la famille est la plus petite cellule de la société. C'est la base, c'est le fondement. Et aussi, on se rend compte que dans certaines familles, aujourd'hui, avec le mixage qu'on a au niveau des mariages, vous avez épousé par exemple une fille Bafan, vous êtes Ewondo. La fille Bafan ne sait pas parler Ewondo. N'empêchez pas à votre épouse d'apprendre le Bafan à ses enfants. Et j'ai souvent dit aux gens, si vous êtes Bamileke, si vous êtes Nordi, si vous avez un quartier où on parle le Bassa, laissez vos enfants s'exprimer en Bassa. C'est une langue camerounaise. D'une langue ou d'une autre qui s'exprime dans une ou dans l'autre des 250 ou plus de 250 langues locales qu'on a au Cameroun, c'est déjà quelque chose. Donc c'est pour cela que je dis que les responsabilités sont partagées, parce que moi, au niveau des ministères, j'ai déjà attribué la faute des parents. Au niveau des ministères, des actions conjointes devraient être menées pour amener les enfants à se réapproprier de leur langue, parce que c'est ça notre identité. Quand vous ne pouvez pas déjà vous exprimer dans votre langue, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que la transmission a fauté quelque part de génération en génération. Effectivement. Alors, est-ce que vous êtes promotrice de plusieurs associations? Est-ce que vous pensez que les associations dont vous avez mis sur pied jouent pleinement leur rôle dans la société dans laquelle on se trouve? Généralement, on dit chez nous, une seule main ne peut attacher le paquet. Nous apportons notre petite contribution et nous pensons qu'avec l'action de plusieurs autres associations, quelque chose est en train d'être fait. Au niveau de notre association, l'objectif est justement de puiser les fondamentaux dans la culture pour permettre à la génération présente et future de se réapproprier ses valeurs identitaires, ses valeurs ancestrales et pouvoir voir les choses autrement. J'aime bien prendre cet exemple. Vous regardez aujourd'hui, allez dans les écoles, demandez aux enfants qu'est-ce qu'ils veulent devenir. Ils voudraient ressembler à qui demain? Ils vont vous citer des acteurs de cinéma. Ils ne connaissent pas des personnes, ils ne connaissent pas des Camerounais, ils ne connaissent pas des Camerounaises qui ont marqué l'histoire. Alors, une action très simple. Et si on allait par exemple dans nos écoles, on affichait les photos des sportifs, des médecins, des ingénieurs, des architectes qui ont marqué l'histoire. C'est-à-dire, là, on parle d'abord des Camerounais. Allons dans les écoles, dans les villages. Dans chaque village, il y a au moins une personne qui a marqué positivement l'histoire. Mettons cette photo avec une légende et que ces enfants puissent voir ces gens-là comme des modèles à suivre. Je pense qu'en procédant comme ça, on fait déjà quelque chose sur ce plan. Maintenant, sur le terrain, l'action devient un peu difficile quand
on se trouve face aux parents qui, quelquefois, devraient décider pour leurs enfants. Et ces parents qui sont déjà déracinés ne comprennent pas la pertinence de l'acte qu'on vous posez. Vous voyez donc qu'il ne s'agit pas seulement d'éduquer l'enfant, mais d'éduquer l'adulte. Et on sait tous quelle est la difficulté à transmettre les savoirs à une personne adulte. Donc, on essaye de faire ce qu'on peut faire. On ne baisse pas les bras et on croit que avec la persévérance, les choses iront mieux. Alors, qu'est-ce que vous apportez exactement à travers votre association? Qu'est-ce que vous apportez exactement à travers votre association? Notre association Coaching Culture Africaine et Paradigme, nous avons commencé à la base. Il faut dire qu'à la base, l'association n'est pas Culture Africaine et Paradigme. Je crée une association au niveau de mon village que j'ai dénommée en 2018 Batoufam est fière de l'être. Parce que pour moi, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne revenaient plus vers le village parce qu'on pense que tel grand-père ou telle grand-mère est sorcière. Et je me suis dit, comment amener dans les gens à retourner, à faire un retour. J'ai même souvent dit un recours aux sources. J'ai donc mis sur pied cette association. J'ai créé une plateforme sur Facebook qui a aujourd'hui plus de presque 24 000 membres de mon village. Et à travers donc cet espace sur Facebook, je fais des publications sur le village. J'assiste aux cérémonies culturelles. Je communique sur ce qui se passe au village. Et puis, parfois, je procède par questionnement pour amener les gens à apprendre des choses qu'ils voyaient faire et qu'ils ne comprenaient pas, ou alors qu'ils qualifiaient de sataniques. Donc, voilà un peu sur ce plan ce que je fais. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, c'est grâce à tes actions que nous retournons au village. Finalement, nous avons compris que le village n'est pas mauvais comme on nous a fait croire. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais promotrice du festival DOP. C'est toujours une des actions qui est menée par l'association. Parce que nous pensons qu'à travers la valorisation d'une DOP, communément appelée tissu bamileke, qui pour moi est un tissu africain dont les Bamilekés ont su préserver les techniques de fabrication, parce qu'il faut, s'il faut entrer dans l'analyse, que ce soit au niveau structurel, que ce soit au niveau de la signification des motifs, que ce soit au niveau de la technique, on va se rendre compte que c'est un tissu véritablement africain. Donc, à travers donc, ce festival, nous menons plusieurs activités et surtout nous insistons sur les conférences. Parce que le festival ne consiste pas seulement à venir festoyer et puis on rentre, on a tout oublié. Qu'est-ce que la génération future retiendra de ce festival? Nous mettons un point d'honneur sur les conférences et c'est ça, nous pensons que ce côté scientifique, parce que quand on parle de festival, il y a 3 aspects fondamentaux sur lesquels l'UNESCO met un point d'honneur. Il y a l'aspect scientifique, il y a l'aspect culturel et il y a l'aspect économique. Donc, quand vous faites un festival sans qu'il y ait ces 3 aspects, et aujourd'hui on intègre l'habitat chez l'habitant, donc voilà les 4 aspects fondamentaux. Aujourd'hui, si vous faites un événement sans impliquer cela, on se demande ce que vous êtes en train de faire. Donc, je pense que de manière globale, voilà ce que nous menons comme activité. Nous revenons aussi sur le côté architectural, où nous parlons des architectes qui ont marqué l'histoire du Cameroun, parce que là, on parle du patrimoine architectural. Généralement, on va passer à l'hôtel de ville, on va apprécier la CNPS ou la BR, mais demander au Camerounais qui est l'architecte de ce projet, il ne connaît pas. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Et c'est dans ce sillage-là que nous menons, dont nous rédigeons des articles que nous publions pour faire connaître un certain nombre de choses aux Camerounais et aux Africains. Comme pour dire que la culture s'accompagne forcément avec l'histoire. Pour pouvoir faire une culture, il faudrait également connaître l'histoire de chaque élément, de chaque bâtisse. Lorsqu'on fait forcément un festival, on apprend également en ce qui concerne l'histoire d'un pays. L'histoire, c'est un aspect très fondamental. Parce qu'il ne faut pas dire que vous parlez de culture en oubliant l'histoire. Les deux vont de pair. Si vous parlez histoire, vous allez parler culture. Si vous parlez culture, vous allez parler histoire. Et pour parler de la culture de manière efficace, il faut avoir cette capacité de pouvoir aller fouiller l'histoire. Comment vous allez transmettre quelque chose que vous n'allez connaître pas, que vous ne connaissez pas? Comment
allez-vous connaître quelque chose si vous ne faites pas de fouilles? Et quand vous faites déjà de fouilles, vous êtes en train de faire de l'histoire. Lorsque une personne ne sait pas, par exemple, s'exprimer en sa langue, elle est née à Yaoundé, grandie à Yaoundé, fréquentée à Yaoundé, et maintenant, quel serait l'apport pour cette personne de participer, par exemple, à un festival comme le Ndop? Nous pensons que le festival n'est pas seulement ouvert aux Camerounais. Le festival est ouvert à tout le monde. Donc, c'est pas parce qu'on ne sait pas s'exprimer en sa langue qu'on va assister à ce festival. Mais déjà, dans plusieurs de nos productions autour du Ndop, nous essayons parfois de mettre en avant nos langues maternelles. Pourquoi nous le faisons? Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent mieux être dites qu'en langue maternelle. Et quand vous écrivez un texte, vous mettez peut-être un seul mot en langue maternelle, ça amène les gens à se poser des questions. Et c'est comme si, vous faites comme si de rien n'était, mais c'est un élément qui sensibilise les gens. Et quand vous prenez la peine d'expliquer à quoi renvoie cette expression, je pense que ceux qui ne parlent pas la langue comprennent la nécessité d'apprendre. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs structures qui permettent, que ce soit sur Internet, que ce soit de manière physique, de pouvoir apprendre la langue. Vous pouvez apprendre soit votre langue, soit une autre langue dans la ville où vous vous trouvez. Donc forcément, quand on assiste, quelle est donc la particularité entre tel festival et tel autre? Parce qu'on sait que s'il faut parler de festival, il y en a tellement. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait la particularité, par exemple, du festival Ndop? La particularité du festival Ndop, c'est d'abord son nom lui-même. Nous parlons du Ndop. Le Ndop, c'est ce tissu ancestral, ce tissu traditionnel, ce tissu emblématique des peuples gracieux du Cameroun, qui depuis le 21 février 2020 est classé patrimoine national du Cameroun. Pourquoi avoir choisi le Ndop? Pourquoi ne pas avoir choisi par exemple un autre tissu? Parce qu'on sait que lorsqu'on parle du Cameroun, il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs également traditions et coutumes. Pourquoi avoir choisi particulièrement le Ndop? J'ai eu envie de vous demander quel autre tissu vouliez-vous que je choisisse. Je connais très bien ce qui concerne les tissus patrimoniaux du Cameroun. On a le Ndop, on a le Bom, et puis on a... Bon, le Togo n'est pas un tissu patrimonial, je suis désolée de dire ça, parce que au niveau du MENAC, le Togo est classé patrimoine national, mais pas comme tissu, mais comme technique de broderie à la main. Parce que le Togo, à la base, le tissu n'est pas produit au Cameroun. Le fil qu'on utilise pour broder n'est pas produit au Cameroun. Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas d'un tissu patrimonial. Il y a aussi les tissus peinture chez les Bamou, on fait à la main. Voilà ce qu'on peut appeler les tissus traditionnels. On en a aussi au nord, dans le Grand Nord Cameroun. Mais maintenant, si je prends le Ndop, vous allez bien regarder que quand on parle Ndop, pour ceux qui ne le savent pas, on parle au Bom. Parce qu'à la base, la technique de fabrication du Ndop a évolué. On a utilisé les peaux de bête, on a utilisé les écorces d'arbres, on a utilisé les fibres de raffia, on a utilisé du chanvre et aujourd'hui on utilise le coton. Donc, si vous me posez la question, je vais vous dire, aujourd'hui qu'on utilise le coton, le tissu de base que je vais utiliser pour faire le Ndop vient de l'extrême nord. Et à l'extrême nord, ce tissu aussi, c'est un tissu patrimonial. Sauf que quand ça vient à l'ouest, on appose des symboles, des idéogrammes, et ça a une autre portée spirituelle. Vous voyez donc que quand je vais regarder le Ndop au niveau de la technique, au niveau du contenu de manière générale, le Ndop c'est un livre. Parce que je me souviens que dernièrement, je suivais une émission où on parlait justement de cette étude qui a été menée au niveau du Cameroun. Je crois que c'est une étude pilotée par le professeur Mathias Eric Olangini, où il disait que d'après leurs recherches, on s'est rendu compte que tous les symboles d'initiation dans les 4 aires culturelles du Cameroun se retrouvent sur le Ndop. On peut dire que ça regroupe généralement toutes les tribus, forcément. Effectivement, ça regroupe toutes les tribus parce que même au niveau de la fabrication, le Ndop ne se fait pas
uniquement ne se fait. Il y a certaines étapes qui sont faites à l'Ouest Cameroun, mais le Ndop commence par la culture du coton, par le filage, par le tissage à l'extrême nord Cameroun. Est-ce que vous ne pensez pas que cette promotion autour de ce tissu-là limite également l'accessibilité? Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, pour avoir accès à ce tissu, de bonne qualité surtout, c'est très difficile. Parce qu'on constate que c'est vendu, on a ça sur le marché, mais c'est pas de la bonne qualité. Pour entrer en possession, on va vous dire, pour entrer en possession de ce tissu, vraiment, ça coûte à partir de plus de 50 000 francs, 100 000 francs pour avoir le bon tissu. C'est pas ce qu'on nous vend là dans les marchés où vraiment c'est du tissu léger. Est-ce qu'on ne voit pas que ça limite l'accessibilité? Il y a des personnes peut-être même qui voudraient bien aborder ce tissu-là et la bonne qualité surtout, mais n'arrivent pas à entrer en possession. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer la mémoire de Victor Tadjidje, décédé avant-hier. C'était l'un des piliers du circuit de fabrication du Ndop au Cameroun. Et je pense qu'avec lui, on avait réfléchi sur cette question. Donc, je voudrais vous dire que parler du Ndop, le Ndop est un patrimoine culturel immatériel. Et quand on parle du patrimoine culturel immatériel, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect promotion, il y a l'aspect valorisation, il y a l'aspect diffusion, et puis il y a l'aspect sauvegarde. Maintenant, on va voir, ici, j'ai une bande de tissu Ndop, ça c'est le tissu traditionnel. Ça veut dire que ce tissu, c'est pour que je l'ai. C'est passé par l'extrême nord, c'est passé par l'ouest, et c'est passé par le nord, parce que la teinture a été faite à Garoua. Vous voyez? Maintenant, on va trouver sur le marché le tissu, sans publicité, produit peut-être par SICAM. Mais là, ce n'est pas du Ndop. C'est de la copie ou de la réplique du Ndop qui participe de la valorisation. Vous allez voir la loi sur comment on appelle ça, le patrimoine national au Cameroun, si je vais dire ça ainsi. Le législateur n'empêche pas à un Camerounais de produire la réplique d'un patrimoine. Surtout qu'il faut signaler que c'est réservé aux initiés. J'y arrive. J'ai dit le législateur... Il y a des personnes bien précises qui peuvent aborder ce tissu-là. Justement, c'est pour vous dire donc que, parce que moi, je ne peux pas porter ceci. Et parce que je voudrais fièrement aborder le Ndop, pour dire, parfois c'est pour dire je suis camerounaise, parfois c'est pour dire je suis africaine. Puisque je ne peux pas porter ceci, je peux au moins porter la réplique. Parce qu'il faut dire que pour porter ceci, c'est dommage qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui, tout le monde veut porter. Mais ce que je sais, j'aime bien la définition du roi des bateaux-femmes qui dit le Ndop est une philosophie ancestrale, transcrite en dessin, apposé sur un tissu produit à base de techniques particulières et réservé aux rois et aux seuls messagers des rois. Donc si vous le portez sans le mériter, c'est votre problème. C'est pour ça qu'on a souvent l'habitude chez nous, les gracieux, de dire, si tu es garçon, tu portes le Ndop en ville, va porter au village. On se comprend. Voilà. Donc c'est pour vous dire que quand nous faisons le festival, l'objectif premier, c'est de veiller à la sauvegarde. La sauvegarde. Parce que, comme je vous l'ai dit, le Ndop est une philosophie ancestrale. Chaque motif sur le Ndop a une signification. Rien n'est inscrit pour rien. Et il est important qu'on dise aux Ce sont des messages qui sont inscrits sur le tissu. Pardon? Ce sont des messages qui sont inscrits sur Effectivement. Je vais prendre un exemple. Le losange qui est sur le Ndop. Le losange qui est sur le Ndop, c'est le symbole de la fécondité. Le losange qui est sur le Ndop symbolise le sexe de la femme. C'est la porte de la vie. Une porte que nous ne traversons qu'une seule fois dans notre vie. Et quand on parle justement de losange comme symbole de la fécondité, allez au royaume de Luango au Congo, vous allez voir que la statuette de la fécondité, c'est toujours le même losange. Allez chercher la signification, ce sera la même signification. Donc, chaque élément, rien ne faire sur le Ndop au hasard, même les couleurs ont une signification. J'aurais pu avoir ceci avec de l'oranger quelque part, et en ce moment, le tissu bleu-blanc, avec l'oranger, c'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent porter ce tissu bleu-blanc, mais
Dès lors qu'il y a de l'oranger, c'est réservé encore à une catégorie de personnes. Donc, j'aime bien dire le ndop est tellement d'hiérarchisation sociale chez les graphions. C'est un vêtement symbole d'agrégation sociale. Parce que pour que vous puissiez aborder le ndop, il y a des rites. Vous avez peut-être posé des actes de distinction dans votre village et le roi décide de vous anoblir. On peut vous anoblir sur le niveau de votre famille. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que si on vous anoblit dans votre famille comme reine, cela ne signifie pas que vous êtes reine au niveau de la communauté. Vous êtes reine au niveau de votre famille. Et pour que ce nom de reine soit reconnu au niveau de la communauté, vous devez aller annoncer au roi et qu'il l'officialise pour que vous puissiez porter ce titre au niveau communautaire. Véritablement. La place de la culture au sein de la société, selon vous, vous pensez que la culture peut avoir quelle place dans la société? Est-ce que véritablement la culture peut permettre l'essor d'une société? Et si oui, comment? J'aime bien dire que les pays qui se sont très vite développés ces 10-20 dernières années, ce sont les pays qui se sont appuyés sur la culture. Hier matin, j'écoutais à une chaîne, à une radio, où on disait que la Chine a introduit la cuisine dans son programme scolaire. Je crois que c'est la cuisine et le dessin, à l'école primaire. Ils ont introduit le cours de cuisine. Pourquoi? Allez savoir. Donc, la culture. On ne peut pas me demander. Vous avez vu au Sénégal, on a introduit le cours. Ça dit, c'est pas comme dans certains pays, on tâtonne encore. Il faut véritablement de la culture à partir de la base. Donc, me demander aujourd'hui quelle est la place de la culture, je dirais que la culture a la place la plus fondamentale dans une société. Donc, pour qu'une société, pour qu'on puisse aujourd'hui, je me souviens l'année dernière avoir adressé une correspondance à la délégation régionale des enseignements secondaires et de l'éducation de base, leur parlant du festival, et j'étais en train de leur dire, je pense que si on prend ce tissu et qu'on enseigne à nos enfants ce que ça signifie, qu'on leur enseigne le message qu'il y a derrière, je pense que on va résoudre beaucoup de problèmes au niveau social. Si on prend ce tissu, on comprendra qu'on n'a pas besoin aujourd'hui que les femmes luttent pour l'émancipation ou que les femmes réclament, je ne sais pas, l'égalité. Parce que ce tissu nous montre que la femme est l'être fondamental dans la société africaine. Ce tissu célèbre la femme. Et il faut encore dire depuis la base que dans le circuit, dans les étapes de fabrication du tissu ndop, la femme joue le rôle le plus fondamental. Que ce soit au niveau du tissage, que ce soit au niveau de la faufilure ou de la défaufilure, c'est la femme qui est au centre, parce qu'elle est persévérante, elle est endurante. Voilà pourquoi elle joue ce rôle fondamental. Alors, parlant du festival de novembre prochain, qu'est-ce que vous réservez aux visiteurs de ce festival prévu en novembre? Le festival, la deuxième édition du FENDA, qui aura lieu du 16 au 20 novembre 2022 au parc de loisirs de Bafoussam, se déroulera sur le thème le ndop comme tissu de révélation de la culture et de l'histoire de l'Afrique. Donc, à travers, pendant ces 4 jours de festivités, nous avons principalement la conférence qui va parler de la question du patrimoine, le ndop comme patrimoine, et qui va également soulever la question de la vulgarisation. Faut-il ou pas vulgariser le ndop? En dehors de ça, on a plusieurs autres activités. On aura le défilé de mode qui va permettre aux stylistes de pouvoir nous montrer comment est-ce qu'ils valorisent le ndop à travers leur création. On a lancé un concours textile. Et ce jour, pendant le festival, on va donc dévoiler les gagnants. Actuellement, on a 12 candidats au concours textile. Et nous sommes fiers de savoir que les 12 candidats viennent un peu de partout. Ce n'est pas focalisé sur une seule région du Cameroun. On a également le concours de beauté. Nous avons du concours de beauté et de connaissances ancestrales. Parce que nous ne voulons pas... Le make-up.
le beau garçon ou alors la belle fille, mais nous voulons quelqu'un qui a une maîtrise, une connaissance de la culture. Et nous ne parlons pas de Miss, mais de Miss ambassadrice et de Mister ambassadeur, parce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui comprend le projet et qui est capable de nous représenter valablement partout où il se trouve. Donc voilà, principalement nous venons de faire venir les artisans de l'extrême nord qui sont volontaires. Les tisserands sont volontaires de venir. Le teinturier Oumaro de Garoua voudrait être là. On va faire justement venir les différents acteurs du circuit de fabrication pour ce partage d'expérience, cet échange avec le public, pour que les gens puissent savoir qu'avant de porter le ndop, voici les différentes personnes qui œuvrent pour que cela soit possible. Donc voilà, entre autres, il y aura juste, et bien évidemment, l'exposition vente, et puis beaucoup d'autres activités. Et nous avons aussi des associations qui voudraient venir démontrer de quoi ils sont capables, parce que nous voulons justement focaliser cette activité sur le multiculturalisme, parce que le ndop est un tissu multiculturel. D'accord. Alors, parlons de ceux qui reproduisent le ndop. Est-ce qu'ils savent réellement l'importance de ce tissu? Est-ce qu'ils savent, par exemple, ceux qui vendent la copie du ndop, par exemple, est-ce qu'ils savent réellement l'histoire de ce tissu? Parce que moi, par exemple, si je vais au marché, moi j'ai l'habitude d'acheter, on a même des cabas cousus, déjà voilà, c'est de la copie, on sait très bien, mais on ne connaît pas l'impact que ce tissu a. Est-ce que ce n'est pas un danger, ou alors est-ce que on ne devrait pas refuser d'acheter ce tissu, cette copie qu'on vend au marché? À mon avis, la copie du ndop ne pose aucun problème. Parce que je vous ai dit, c'est une philosophie ancestrale, transcrite en dessin, sur un tissu produit à base de techniques particulières. La copie du ndop, ça relève de l'industrie, donc ça n'a rien à voir avec le ndop traditionnel. Moi, par exemple, je suis princesse à la cour royale Bateau-Femme. Je peux porter la copie, mais je ne peux pas porter ceci. Et aujourd'hui, il faut dire qu'avec la modernisation, on se trouve en train de faire un certain nombre de choses. Il y a cela 20 ans, 30 ans, je ne pouvais même pas toucher à ce tissu. Oui. Parce que je savais que c'est un tissu vraiment sacré et réservé. On ne pouvait même pas sécher ça à la vue de tout le monde. Il fallait le faire dans la forêt pour que les gens ne puissent pas passer à côté. Et pourquoi aujourd'hui cette vulgarisation-là? On voit ça, on montre ça, cela à l'antenne. Et moi, par exemple, nous sommes là, nous sommes dans la même salle, on peut voir, on peut toucher. Est-ce que nous pouvons toucher ce tissu? Le toucher ne signifie pas le porter. D'accord. Vous pouvez toucher. Et il faut encore dire, j'ai fait un travail sur les étapes de la fabrication du ndop. Et la dernière étape, je parle de la sacralisation du ndop. Le ndop, comme vous voyez sur le marché, c'est un tissu traditionnel, mais il n'est pas encore sacré. Et la sacralisation, je vous ai parlé tout à l'heure de cérémonies d'ennoblissement, par exemple, où on dit, oh, je m'en vais m'asseoir, me faire asseoir sur la chaise. Quand vous vous faites assis sur la chaise, le principe de sacralisation passe par les mots qui sont prononcés au moment où on vous met ce vêtement. D'accord. Alors pour terminer, un mot à tous les téléspectateurs qui nous regardent, rendez-vous du 16 au 20 novembre à Bafoussam pour la promotion de ce tissu-là. On espère qu'il y aura des choses à vivre, on aura beaucoup de choses à apprendre concernant la culture camerounaise. Oui, merci. J'invite tous ceux qui nous regardent, tous les amoureux de la culture, les amoureux du ndop, à nous retrouver à Bafoussam du 16 au 20 novembre 2022 pour la célébration de la deuxième édition du FENDA. Nous invitons justement tous ceux qui nous suivent à nous accompagner pour que nous fassions de cette édition une réussite. Merci d'être passé sur notre plateau, c'était un plaisir. C'est moi qui vous remercie. Francine Ateba, on se dit à vendredi prochain. On se dit à vendredi prochain. Excellent début de week-end à tous les téléspectateurs. Allez du côté là où il y a forcément les bruits. Pourquoi pas aller regarder Ming CC Po du côté du Black and White, c'est toujours intéressant. D'accord. On va également attirer l'attention des élèves, voilà, des étudiants, des élèves surtout parce que la rentrée c'est lundi. Restez dans les bruits, mais en sachant que la rentrée c'est lundi. On remercie toute l'équipe technique, notre réalisateur. Voilà, on remercie également la direction et on se retrouve vendredi lorsqu'il sera 15h dans le cadre de votre émission Le Monde en Relation. Tout à l'heure, ne zappez pas, hein, c'est l'émission Vacances Jeunes qui prend position. À vendredi prochain.